Voilà. Alors, les think tanks présents ce soir vont nous parler de sujets très variés. On aura la convergence du numérique, des entreprises et de l'enseignement supérieur. Également les problématiques réseau pour les territoires ruraux et d'outre-mer. Je ne dévoile pas non plus le contenu des interventions. Les nouvelles mobilités des villes de demain. La co-innovation, quelle gouvernance et quelle confiance. Et puis, pour une citoyenneté efficace grâce au numérique. Donc ça, ce sont nos 5 think tanks dont j'expliquerai le fonctionnement juste après. Et nous entendrons également tout à la fin un groupe de think tanks qui nous parlera des bitcoins. Alors, les think tanks présents ce soir, vous avez tous vu dans l'invitation, c'est le Forum Athéna, donc qui constitue un lien entre les professionnels et l'enseignement supérieur sur les questions technologiques et numériques. IREST, qui a pour vocation de réunir des acteurs de sensibilités diverses pour faire le point sur des questions d'actualité concernant les télécoms et le numérique. InnoRecherche, qui est un réseau de veille technologique réputé pour ses voyages d'études à travers le monde. La Fabrique du Futur, un réseau de veille également réputé pour son implication dans les Fab Labs. Et French Road, qui œuvre à comprendre, faire connaître et expérimenter les potentialités des technologies qui sont développées et mises en œuvre par l'État estonien et d'autres acteurs également liés à l'identité des personnes et à la gouvernance des données personnelles. Et enfin, notre tout dernier think tank, le Forum des Jetons, qui a vocation de rassembler les membres d'autres think tanks qui s'intéressent à l'évolution des instruments de paiement et aux questions connexes tels que les mécanismes financiers et le pacte social. Alors, les travaux de ces think tanks et leurs exposés ce soir s'inscrivent totalement dans les 4 thématiques du grand débat national voulu par le président de la République. Et les 4 thématiques du grand débat sont la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, et l'organisation de l'État et des services publics. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, la soirée va être organisée, comme expliqué Geneviève, de manière très précise et très timée, de façon à ce que tout le monde puisse bien parler. Alors, chaque intervention de chaque think tank durera exactement 30 minutes. Alors, il y aura bien évidemment un exposé de chaque speaker pendant environ 10 minutes. Ensuite, un modérateur de chaque think tank fera parler la salle, donc vous, par 2 fois 3 interventions de 2 minutes chacune de personnes dans la salle. 2 fois 3 interventions que le modérateur animera. Et enfin, le rapporteur de chaque think tank fera une synthèse à la fin, donc aussi bien de l'exposé et des idées qui ont été soulevées par la salle. Alors je précise que les interventions de la salle sont soit un rapport d'étonnement, soit un ajout aux propositions des think tanks. Et à la fin de la séquence donc, de chaque think tank, le rapporteur fera voter donc, parmi les 2 idées sélectionnées la meilleure idée sur laquelle vous voterez. Donc on aura 5 fois 30 minutes organisées comme ça. Ensuite, je demanderai à tous les rapporteurs et modérateurs des 5 think tanks de venir avec moi. Ah pardon, je vais être trop vite. Il y a 2 fois 3 interventions. Et ensuite, on vote. Pour chaque think tank, on va choisir, ensemble, en votant, à main levée, la proposition qui nous semble la plus intéressante. Le but du jeu, c'est que il va y avoir un rapport qui va être envoyé à l'organisation des grands débats nationaux. Donc on va essayer de mettre sur le dessus, pour avoir une meilleure espérance de lecture, les meilleures idées qui vont émerger de notre débat. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on vote sur la meilleure idée. Voilà. Donc, à l'issue des 5 exposés, les rapporteurs et les modérateurs viendront avec moi et ensemble, on essaiera d'identifier les 2 idées phares. Et lorsque nous reviendrons, nous ferons voter par la salle l'idée, donc la meilleure idée, finalement, de la soirée. Et pendant notre délibération, le Forum des Jetons fera un speech, un speech tout court.
Voilà, donc je vous demande à tous, les think tanks, chaque think tank a un speaker, un modérateur et un rapporteur de bien respecter ses modes de fonctionnement et ses timings. Je demande également à la salle de bien respecter des idées courtes, des questions courtes, et puis tout se passera bien. Et donc maintenant, ma place à Geneviève, qui est l'ancienne enseignante de Télécom Paris-Tech, et qui a été au cœur du développement du numérique français dans les années 80, et qui est toujours présente aujourd'hui dans le monde des startups du numérique. Aujourd'hui, elle recentre ses activités autour d'une spécialité rare et pourtant précieuse, la futurologie cybernéticienne. Alors, Geneviève, pourquoi avoir organisé ce grand débat avec les think tanks du numérique? Alors, le numérique ne change pas nos vies. C'est parce que nous évoluons que nous nous dotons d'outils qui nous permettent d'aller vers l'évolution que nous souhaitons. Le numérique, en l'occurrence, est destiné à nous libérer des tâches dangereuses, dégradantes, fastidieuses, hyper complexes. Et grâce à lui, et grâce également à plein d'autres progrès, par exemple la chimie, la finance, la démocratie, la logistique, plein de progrès, les générations montantes ont le souhait de s'éloigner du modèle métro-boulot-dodo. Ce qu'elles veulent, c'est réussir leur vie et faire société. Et le numérique promet que c'est possible. C'est possible, mais quand on regarde dans les détails, et c'est ce que nous faisons dans nos think tanks respectifs, on s'aperçoit que cette évolution va nécessiter une modification extrêmement profonde de nos institutions. Et justement, c'est là que nous allons commencer à avoir un petit problème. Néanmoins, on poursuit le développement du numérique. Et là, il a une particularité, c'est que quand il y a une innovation majeure, il commence par s'en servir pour faire de la conquête. Et effectivement, c'est ce qui se passe avec le numérique. Le numérique est en fait un instrument massif d'influence. Autrement dit, c'est une arme d'un genre tout à fait nouveau. Et c'est assez intéressant de noter que cette forme de numérique est utilisée comme arme, parce qu'elle acte le fait que la conquête, désormais, se passe en essayant de maîtriser les foules, en essayant de les influencer et de les contenir. Et de les influencer pour qu'elles agissent au mieux des intérêts d'un certain nombre de gens qui veulent faire prévaloir leurs intérêts. Mais en agissant ainsi, elle tue la diversité. Or, la diversité, c'est la vie. Et quand on tue la diversité, on tue la créativité, on empêche l'évolution de l'homme. Et c'est là que se noue le vrai problème. Alors, on arrive à cette conclusion que peut-être un autre numérique est possible. On arrive à cette conclusion que peut-être on est seulement à l'âge zéro du numérique. Parce que, finalement, quand on y regarde de près, dans les années 70 et 80, la France et le Japon se tiraient la bourre dans une émulation tout à fait constructive. Et moi qui faisais partie du bateau, je peux vous dire que c'était plutôt sympa. Puis, à un moment donné, tout le patrimoine qui a été fabriqué durant cette période a été recentré dans la Silicon Valley. Et en 20 ans, la Silicon Valley a créé des mastodontes. Et la Chine a répliqué en 10 ans. À l'échelle d'un futurologue, une décennie, c'est rien du tout. Nous, notre espace de travail, c'est minimum 30 ans, idéalement 60, 90 et 120. Donc, évidemment, si vous vous mettez à regarder l'épisode que je viens de vous raconter, 10 ans en Europe, 20 ans dans la Silicon Valley, à nouveau 10 ans en Chine,
on est sur un trait dans l'histoire de l'humanité. Alors, peut-être qu'un autre Internet, un autre numérique est possible. D'ailleurs, les générations qui montent en sont de mieux en mieux convaincues. Parce que pour elles, on entre vraiment dans l'après-dernière guerre mondiale. Les archives s'ouvrent, on commence à savoir ce qui s'est réellement passé. Et les conséquences, elles ne se sentent pas concernées par ces conséquences. Et c'est pas moi qui vous le dis, c'est l'actualité géopolitique. Regardez en ce moment, à travers le monde, l'explosion de révoltes populaires qui sont en train de se faire sur des sujets qui donnent l'impression d'être décousus. Et quand vous les décortiquez, vous vous apercevez qu'ils prennent leur souche dans des arbitrages qui ont été faits il y a moins de 100 ans. Alors, effectivement, un autre Internet est possible, et ce sont les think tanks qui y réfléchissent. C'est leur rôle, les think tanks. Les think tanks ont été introduits en France dans les années 2000. Ils ont pour vocation de permettre aux citoyens de venir réfléchir en dehors du cadre, en dessous du réverbère, pas en dessous du réverbère, et de créer de la sérendipité. Et la sérendipité, comme vous le savez, c'est l'art de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Et pour y arriver, il faut faire se rencontrer des gens qui sont d'origines différentes, qui ont des histoires différentes, qui ont une connaissance du sujet quelquefois hyper pointue et justement trop pointue, ou quelquefois complètement ingénue et justement ingénue. Et donc, ces think tanks ont la possibilité de travailler en parallèle de ce que font les institutions. Parce qu'une institution, par vocation, doit assurer la stabilité du modèle de société qui a été choisi par la collectivité. Le modèle de société que nous sommes en train de quitter, c'était un modèle de société qui était centré sur la production de biens et services destinés à l'individu. C'est ce qu'on appelle la satisfaction des besoins primaires. Et aujourd'hui, les progrès que nous faisons nous permettent de nous libérer des tâches qui permettent de satisfaire les besoins primaires. Donc nous commençons à nous intéresser, c'est typiquement ce que font les générations montantes, aux satisfactions d'un niveau supérieur. Le consumérisme a apporté beaucoup de satisfaction. Nos grands-parents, quand ils ont eu leur premier frigo, leur première voiture, ils étaient fous de joie. Aujourd'hui, les générations montantes veulent d'autres choses, des choses beaucoup plus immatérielles et beaucoup plus collectives. Donc, on va être obligé de faire évoluer notre modèle et on va s'appuyer considérablement sur le numérique. D'où la raison pour laquelle les 4 questions qui sont posées dans le grand débat national, toutes prises individuellement et collectivement, sont toutes concernées par le numérique et le numérique peut apporter des réponses. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Je voudrais préciser une chose. Je rappelle que ce ne sont pas les fabricants de bougies qui ont inventé l'ampoule électrique. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il va falloir accélérer. Donc, le rôle des think tanks devient très très important. Je voudrais préciser aussi que les think tanks se sont faits par des citoyens qui ont décidé de donner du temps, du savoir, du réseau, de la créativité pour contribuer à faire évoluer le monde. Ce soir, ils se présentent à vous et ils vont venir échanger avec vous. Donc, je pense que nous allons passer une très bonne soirée. En tous les cas, on va tout faire pour que la soirée soit aussi intéressante que possible et que nous parvenions à faire remonter, à l'occasion de ce grand débat, des idées fortes qui font consensus entre nous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Avec Philippe Recouvré, Christophe Dubois et Bernard Biedermann.
rappelle, 30 minutes. Merci. On a oublié une info. On a oublié une information, la soirée est filmée, la caméra est ici. Si une personne d'entre vous ne veut pas être filmée, qu'elle se fasse connaître. Voilà. À moi ou auprès de Claire, qui a levé le bras. Bonjour, donc je vous présente Bernard Norman et Christophe Dubois-Damien qui vont m'accompagner pendant ces 30 minutes. Je vais commencer par un exposé sur la souveraineté du numérique pour essayer de tracer une perspective sur ce que c'est que le numérique, quelles sont les limites, bien sûr, sans oublier tous les apports absolument considérables du numérique. Je ne vais pas pouvoir le répéter à la fin de chaque phrase, mais c'est important de l'avoir en tête. Mais il y a des limites quand même à ce numérique et je crois qu'il est temps de commencer à réfléchir à un autre numérique. Donc, alors, la première ligne très importante, et je commence volontairement par ça, un numérique de l'innovation. Alors on peut dire, oui, le numérique c'est l'innovation. Non, le numérique c'était l'innovation. Aujourd'hui, le niveau d'innovation du numérique est bien moindre, vous y réfléchirez, vous verrez, et on peut craindre avec les GAFA que ce soit de moins en moins important, puisqu'ils accaparent complètement le potentiel d'innovation du numérique, donc c'est extrêmement préoccupant, et donc c'est pour ça que j'ai mis ça en premier point. Alors après, j'ai voulu passer par un point positif, c'est le respect des données personnelles, puisque grâce à l'Europe, et on peut vraiment être fier de ça, parce que c'est un retournement de la situation qui est extrêmement profond, grâce à l'Europe et au règlement général sur les données personnelles, aujourd'hui, les données personnelles, alors en fait on utilise quand même, commencent à être respectées. On commence à se dire, ah oui, c'est peut-être pas complètement normal de l'évoluer comme ça, non, et de revendre après, parce que c'est seulement évolué. Mais on va voir ce qu'il y a en effet après. Voilà. Alors, deuxième point de ce numérique, de cet état des lieux, la surveillance. On n'en parle pas énormément en ce moment, mais le degré de surveillance dans le numérique est très important. Et j'ai voulu exprès parler de surveillance exagérée, incontrôlée, illégale, et en parallèle de ces trois termes, de parler de la surveillance des États, qui n'est pas forcément légitime, quand elles sont complètement généralisées, et c'est le cas aujourd'hui, c'est pas normal. La surveillance des GAFA, qui est alors là complètement anormale, c'est clair, et puis la surveillance des mafias, qui existent aussi, qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que le numérique, c'est tellement facile pour aller surveiller tout, que tout le monde y va, et pour un jour, que nous, les citoyens, on dit, on existe, on aimerait bien quand même être encore respectés dans nos valeurs, et voilà, il faudrait une régulation là-dessus. Pour justement que la place de chaque citoyen soit prise en compte. Y compris fake news, les injures, il faut en parler un peu parce que c'est très difficile à réguler. Mais c'est vrai que c'est quand même pas complètement normal d'avoir un espace de notre vie, parce que pour moi le numérique c'est un espace de la vie, et que cet espace de vie soit pourri, on peut dire, par cette ambiance extrêmement malsaine. Il faut construire un numérique qui soit compatible avec ce que je pense être la pensée européenne, c'est-à-dire développement du bien commun et respect des contributions de chacun. On est loin de cette problématique quand on voit les 20-30 ans de construction du numérique. Donc il faut reprendre la barre et puis donner une certaine direction. Il ne s'agit pas bien sûr de croire qu'on va pouvoir diriger ça complètement, mais je pense qu'il faut quand même donner des impulsions dans certains sens qui correspondent à nos valeurs. Le numérique, le choix des outils et l'objectif, et je vais en parler beaucoup, c'est challenger les monopoles, et pour challenger les monopoles, interopérabilité des plateformes, je vais développer tout à l'heure, c'est extrêmement important. La prise de conscience, les GAFA, alors les GAFAM, ça sonne moins bien à l'oreille, mais je trouve quand même qu'il en manque au moins un. Et puis je pourrais parler, mais je ne parlerai pas pendant les 10 minutes parce que c'est très court, je ne parlerai pas de la Chine, de la Russie, etc. Je me concentre sur la problématique qui concerne le plus l'Europe aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut parler des GAFAM. Les GAFAM ne respectent pas les règles de la concurrence, ça sont d'ailleurs condamnés régulièrement, on va voir tout à l'heure. Les GAFAM ne respectent pas les règles juridiques et essayent de nous imposer des règles à eux, et des règles de tribunaux régionaux qui ne correspondent pas du tout à nos législations. Et les GAFAM ne respectent pas nos données, même si là,
On voit bien que c'est intéressant, je vais lui en poser plein parce que ça montre bien que peut-être il y a quelque chose d'impossible. Parce qu'il y a 3 ans, 5 ans, ce discours-là ne passait pas. Parce qu'on aurait dit, mais c'est pas possible. Et regardez avec les données personnelles, c'est possible. Alors, ce qui est possible avec les données personnelles, pourquoi c'est pas possible pour le reste? Seulement, il y a eu une volonté de l'Europe, et je pense que ce grand débat français, certes, il peut aussi aller vers l'Europe, pour essayer de pousser des idées qui aillent dans le sens de nos valeurs. Mais alors, la construction de ces idées, j'ai beaucoup hésité avec ce point-là. Moi, je pense qu'on a fait fausse route et je pense que c'est un peu inévitable. On a essayé de trouver des règles spécifiques au numérique en disant mais le numérique, c'est pas pareil. Et à la réflexion, depuis quand même quelques années, je pense qu'on a fait fausse route, et j'ai fait fausse route comme les autres. Non, le numérique, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie d'aujourd'hui, il y a le numérique. Il faut intégrer nos règles avec le numérique, et donc il faut imposer le numérique, nos règles qu'on a fixées sur des siècles. Et donc, il y a des petites adaptations à faire, j'en prends une. Les notions d'adresse géographique et d'identité. Eh bien, une adresse IP, c'est une adresse géographique et c'est une identité. Alors c'est amusant d'ailleurs parce que la CNIL le reconnaît et les autres ne le connaissent pas. On voit bien qu'on est dans un moment où il y a des choses qui sont en train de se passer. Peut-être pousser un petit peu plus et puis du coup ça pourrait peut-être un peu basculer. Regardez le RGPD, ce qu'il a fait. Des exemples de ce que je viens de dire, fixer les règles et faire respecter les règles, conserver la liberté d'innovation avec les valeurs de l'Internet. Donc bien sûr, ne brûlons pas, c'est important, c'est Geneviève qui m'a soufflé cette phrase, je lui rends la propriété, mais je trouve que c'est vraiment important. Ne brûlons pas ce que nous avons aimé et que nous aimons encore, parce qu'évidemment, il y a des choses extrêmement importantes, positives dans le numérique, mais il faut réajuster un peu. Les valeurs de l'Internet, on va en parler tout à l'heure, qui ne sont pas compatibles avec ces énormes plateformes qui sont complètement centralisatrices, alors que l'Internet est complètement décentralisateur. L'Europe a fait le RGPD, l'Europe a mis une amende de plus de 4 milliards à Google sur Android pour non-respect de la concurrence, mais l'Europe a mis 7 ans pour imposer cette amende et Google a fait appel. Donc c'est là où on voit qu'à la fois on est bien dans le bon sens, mais à la fois il faut encore aller un peu plus loin et faire les derniers réglages. Les GAFAM ne doivent pas faire les lois, c'est les législateurs qui font les lois et c'est les juges qui doivent appliquer ces lois, c'est pas les plateformes qui doivent décider de comment on applique les lois. Ça n'a pas de sens presque, c'est tellement évident, je suis à mon avis un petit peu quand même obligé de le dire. Autonomie technologique, alors ça c'est très ambitieux, je sais, mais je pense que si on parle de souveraineté, on ne peut pas parler de souveraineté sans parler de la problématique de la souveraineté technologique et de la maîtrise qu'on a des technologies qui nous permettent d'utiliser le numérique et le problème qui est extrêmement clair, que l'Europe est très mal là-dessus, puisque l'on a perdu complètement la maîtrise technologique des microprocesseurs, de l'ensemble des composants qui font les télécoms et les connexions sur Internet. Alors on a des espoirs quand même, on a quand même une industrie européenne des composants qui est encore réelle, mais qui n'est pas clé, mais on pourrait peut-être la réorienter. On n'a jamais vraiment eu une politique européenne sur cette industrie-là. Je ne sais pas si on a eu beaucoup de politiques européennes d'ailleurs en Europe, mais bon, au moins sur celle-là. Et peut-être qu'il est largement temps de le faire. C'est pareil pour les OS. On en parlera tout à l'heure. On a un vrai savoir-faire sur les OS, sur les micro-noyaux. Il y a vraiment des choses en Europe, et puis on n'arrive pas à concrétiser, ou on n'arrive pas à emporter l'adhésion. Je pense à l'Élux en disant ça. Voilà, repenser un espace de vivre ensemble au niveau des règles et au niveau des outils. Et au niveau des outils, évidemment, c'est extrêmement important. Pour construire un monde ouvert, décentralisé, pair à pair, ce qui étaient les valeurs de l'Internet au départ, qui ne sont plus du tout les valeurs de l'Internet aujourd'hui, puisque l'essentiel de l'Internet, quand vous regardez autour de vous les gens l'utiliser, ils utilisent des énormes plateformes centralisatrices. Je dis ils, parce que moi, par exemple, depuis 14 mois, je n'ai pas touché à un seul service de Google. Vous voyez, je vais bien. Merci. Pour vous dire, vous aussi, vous pourriez le faire. Et ça changerait beaucoup de choses. Parce que on a une responsabilité, ça c'est extrêmement clair. Voilà, donc reconstruire un monde décentralisé, stopper la centralisation, faire vivre donc la diversité culturelle,
faire émerger les innovateurs, gouverner les effets réseau, parce que c'est vrai qu'ils sont hors de contrôle aujourd'hui, et résister aux plateformes centralisatrices. Pour résister aux plateformes centralisatrices, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une solution qui est évoquée, je recopie parce que c'est pas une idée à moi au départ, hein, c'est interopérabilité. Il faut imposer l'interopérabilité à ces plateformes dominantes, comme on a imposé l'interopérabilité, par exemple, aux gros acteurs de télécom. Et je peux prendre d'autres exemples dans plein d'autres domaines, c'est extrêmement simple. Ça a permis une vraie concurrence. Si on impose l'interopérabilité à des plateformes desquelles elles atteignent un certain niveau, on pourra sortir nos données, les connecter à d'autres plateformes, et du coup on pourra reconstruire un monde de diversité. Ça changerait quand même pas mal les choses, sans empêcher les gens de faire les services qu'ils ont envie de faire, parce qu'évidemment je comprends très bien les besoins auxquels ça répond. Les logiciels libres, je le fais rapide, regardez tout, et je n'ai pas fait... pas du tout exhaustif. Regardez tous les outils qu'on a, qui sont des outils européens, voire français. Posez-vous la question de ce que vous utilisez là-dedans, je le dis sans aucune agressivité, mais en faisant le slide, je me suis dit je pourrais quand même être meilleur. Je ne suis pas trop mauvais quand même, mais je peux encore m'améliorer. À mon avis, je ne suis pas le seul dans la salle. Hein, et voilà, tous les outils sont là. Hein, qu'est-ce qu'on attend hein. C'est vrai que aussi, ah oui, oui, ça demande un effort, c'est clair, mais c'est possible. Interdire les fusions de ces grosses plateformes avec les startups, hein, donc empêcher le rachat des startups, parce qu'en permettant le rachat des startups, les systèmes de régulation en Europe ou aux États-Unis disent oui, mais c'est un tout petit, alors c'est pas grave. Mais non, parce que c'est le gros qui accapare complètement l'innovation et qui bloque complètement le marché. Donc il faut interdire quand c'est un gros qui achète un petit. Quand c'est un petit qui achète un petit, c'est pas un problème, mais quand c'est un gros qui achète un petit, il faut bloquer. Ça, c'est le sac difficile, donc il faut que j'aille très vite. Mais c'est un vrai problème. Comme tous nos outils, comme on n'a pas d'indépendance technologique, tout ce qu'on fait sur Internet, vous vous en rendez compte, mais vous préférez regarder ailleurs, et vous avez raison, parce que c'est flippant. Tout ce que vous regardez sur Internet, les plateformes, et donc les pays qui tiennent ces plateformes, les États-Unis pour ce qui est l'essentiel des outils en Europe, mais il y a d'autres continents, hein, on voit tout, hein. Ils voient toutes vos recherches, ils voient tous vos mails, ils voient tout. Donc on parle d'intelligence artificielle, c'est un outil formidable pour traiter toutes ces données, et puis après faire de l'intelligence économique. Alors nous en France, Christophe, tu es président de l'atelier intelligence économique, mais oui, et aussi fait beaucoup de travail sur la souveraineté, c'est un vrai problème. Je finis. Donc, alors, regardez, il y a des entités qui parlent de gangsters numériques. Alors, on se dit, voilà, oh, c'est exagéré, ça, de gangsters numériques. C'est la commission de la Chambre des communes du Royaume-Uni. C'est sorti cette semaine. Gangsters numériques. C'est pas exagéré du tout, hein. C'est du gangstérisme. Les États légifèrent, les GAFAM décident et appliquent. Évidemment, c'est pas normal. Il faut sortir de ça. Et je passe à mon dernier slide avec 3 points. Alors, il aurait fallu qu'il y en ait 2, mais tant pis. Imposer notre contrôle juridique sur les données, les fusions, l'interopérabilité et le contrôle de la surveillance. Affirmer nos valeurs, respect de chacun, primauté des technologies européennes et utiliser les outils numériques. Et là, je pense que c'est ma conclusion, et c'est là-dessus que je veux finir, au niveau de chaque individu, au niveau de chaque entreprise, de chaque association, administration, État, au niveau de l'ensemble de l'Europe, pour prendre des décisions, chacun à notre niveau, et faire avancer. Aujourd'hui, les choses sont mûres, il faut juste y aller.